1952. Cuba, une île de 109 800 km² des Caraïbes, située en dessous des États-Unis, se retrouve victime d'un coup d'État et Fulgencio Batista prend le pouvoir. Il met alors en place un régime pro-américain avec la même constitution des États-Unis. Mais le pays se retrouve plongé dans une misère noire où quelques hauts placés profitent de la prohibition des États-Unis, du climat et du cadre de Cuba pour en faire le lieu de vacances favori des riches américains. Ils viennent à Cuba avides de jeux, d'argent, d'alcool, de sexe, et ils trouvent leur compte dans ce pays proie du vice et de la corruption. Les casinos fleurissent un peu partout, les prostituées sont de plus en plus nombreuses dans les rues. Tandis qu'une infime partie de la population s'enrichit sur ce fonds de commerce, la très grande majorité de la population rurale ou citadine vit dans la misère. L'eau courante est rarissime. Les gens ont très peu d'accès à l'éducation, avec moins de 50% de la population alphabétisée ou la santé. C'est dans ce contexte socio-économique qu'arrive lors de son coup d'État en 1959 un jeune Cubain issu d'un milieu rural ayant eu l'accès à l'éducation, Fidel Castro. Alors âgé de 33 ans, il prend le pouvoir et devient Premier ministre de Cuba en janvier. Fidel ne se déclare ni communiste, car il juge que ce totalitarisme n'est pas dans le respect des droits de l'homme, mais est anticapitaliste. Son orientation politique est donc incertaine et assez floue. En 2006, à cause de problèmes de santé, Fidel doit se retirer et laisser la place à son frère, Raúl. Son frère met alors en place des réformes et une politique qui suit la continuité du socialisme de Fidel, notamment avec la collectivisation des terres agricoles. Il est rapidement critiqué en raison de sa politique jugée trop souple. Dans un climat de pression internationale, il va devoir prendre des mesures totalement différentes de son frère, quitte à ouvrir Cuba au monde. La politique de Raúl s'inscrit donc dans la continuité de la politique de Fidel Castro, mais on y retrouve certaines différences. Nous pouvons donc poser une problématique. Quelles sont les différences de politique entre Fidel et Raúl, et pourquoi existent-elles? La réforme agraire est la première réforme mise en place par le gouvernement de Fidel Castro, et est sûrement la plus importante. Elle est mise en place en mai 1959. Tout d'abord, les propriétés agraires individuelles sont réduites à 102 hectares, ce qui permet à de nombreux paysans de devenir propriétaires. Puis, en 1962, cette réforme est accentuée par la collectivisation des terres agricoles par l'État par le biais de coopératives et de fermes d'État. L'État devient donc propriétaire de plus de 50% des terres agricoles de Cuba, ce qui est une aubaine pour l'économie cubaine, avec 70% du coton et 56% du riz venant de Cuba, qui est produit par l'État. Toutefois, en 1970, le gouvernement organise une mobilisation du pays pour une gigantesque production de 10 millions de tonnes de sucre, ce qui est un échec économique. Puis, vers la fin des années 1980, l'État renforce cette idée d'agriculture communautaire en fermant les marchés libres des paysans, et Cuba essaie de produire un maximum de nourriture en autarcie. On pourrait rapprocher cette politique des fermes d'État à la politique mise en œuvre par l'URSS avec les kolkhozes, des fermes d'État soviétiques instaurées par Staline vers la fin des années 1920. Cette politique majeure et pilier du programme de Castro peut donc se rapprocher des idées politiques de l'URSS. L'importance donnée à l'agriculture montre que l'industrie n'a pas de place majeure dans l'économie de Cuba à l'époque, hormis quelques tentatives de Castro de redressement de l'industrie. Quand Raúl Castro prend le pouvoir en 2006, l'économie cubaine est très basse et il se doit de la revitaliser avec des mesures drastiques. Il se doit donc de réformer l'agriculture cubaine, dont le pays est très dépendant pour nourrir la population. Jusqu'en novembre 2012, l'État distribue 1,5 million d'hectares, soit 58% de ses friches agricoles, à 474 271 personnes, pour la plus grande majorité inexpérimentée dans le domaine de l'agriculture. Il met aussi en place une libéralisation de la politique de nationalisation des terres agricoles, en limitant légalement la durée de l'usufruit de la terre. Cela décourage évidemment l'effort individuel des paysans et des paysannes, et de leurs familles, ainsi que de l'investissement du capital. Cette politique s'oppose légèrement à la politique plus libérale sur l'usufruit agricole en Chine ou au Vietnam. Raúl Castro ne met pas en place de crédit pour l'agriculture, ce qui empêche par exemple l'éradication du marabout, une plante invasive que l'on retrouve sur plus de 50% des terres octroyées par l'État. Avec les difficultés économiques que connaissent les paysans cubains, cette réforme agricole est un échec économique, ce qui met la production agricole cubaine de ces dernières années très en dessous de ce qu'elle a été dans tous les secteurs agricoles de 1989 sous Fidel. De plus, les produits agricoles voient leur prix augmenter en moyenne de 20% en 2011, du fait de la demande supérieure à l'offre dans le pays, avec plus de 70% des aliments consommés importés, ce qui expose Cuba à l'augmentation des prix du marché agricole international. En conclusion, Fidel Castro perd donc une politique de production agricole proche du communisme, avec une très grande nationalisation des terres au dépit des propriétaires privés, ce qui est facteur d'une croissance économique positive pendant plusieurs années. Raúl Castro, prenant le pouvoir plus tard à l'ère de la mondialisation, doit faire face aux faiblesses économiques en libéralisant cette agriculture, comme au Vietnam ou en Chine,
sans la libéraliser assez pour que les agriculteurs puissent augmenter leur rendement. Le pays subit donc une augmentation des prix des aliments à cause de la faible production et de l'ouverture de plus en plus forte sur le marché agricole international. Lors de son arrivée au pouvoir, Fidel Castro met un fort accent sur deux domaines, l'éducation et la santé, dont nous traiterons dans une autre partie. Il engage donc une très grande campagne d'alphabétisation et d'éducation très concentrée sur la campagne. Son but est que Cuba soit le seul pays qui pourra dire après quelques mois qu'il ne possède plus un seul illettré. Extrait de son discours d'automne 1960 aux Nations Unies. Contre l'alphabétisation, il organise l'envoi de 270 000 professeurs et étudiants à travers tout le pays. Il utilise aussi les médias comme la télévision pour diffuser, en plus des programmes de diffusion, des cours de second degré pour les adultes. Tandis que sous Batista, moins de 50% de la population était alphabétisée, on atteint dans les années 90 un taux proche de 100%, et aujourd'hui 100. Ce qui montre que ce programme d'alphabétisation fut une réussite pour Cuba et Fidel Castro. Pour l'éducation, il met en place un système éducatif, le système castriste. L'éducation devient gratuite et accessible à tous, et le traitement des enfants est indubitablement l'aspect le plus réussi de l'expérience sociale. Les écoles cubaines sont à peu près les mêmes que celles des pays occidentaux. Des cours le matin, une pause déjeuner et les cours reprennent l'après-midi. Le fonctionnement du système scolaire est le suivant. Les enfants entrent en primaire à l'âge de 6 ans, puis à 11 ans, ils intègrent le collège. À 15 ans, ils sont soumis à un contrôle continu pendant un an, puis à des tests, et leur place future dans la société dépend alors des résultats qu'ils obtiennent. À 16 ans, ils entrent dans le système BK de Lille, une sorte de préparation qui forme les étudiants, soit un métier commercial, soit à l'enseignement supérieur en fonction de leur classement et le choix de la famille. Leur avenir dépend du besoin de profession de l'État, ce qui montre un manque de liberté pour les Cubains. Du fait de l'impact réellement positif des réformes de Fidel Castro sur l'alphabétisation et l'éducation, Raúl ne s'est pas encore prononcé sur d'éventuelles réformes ou divergences de politique dans ce domaine. Même s'il n'est pas dit que dans le futur il ne décide de le changer au risque que les Cubains s'y soient opposés, ne voulant plus garder le meilleur du passé tout en transformant le présent. En faisant tomber Fulgencio Batista du pouvoir, Fidel Castro ne s'attire pas tout de suite les foudres des États-Unis sur Cuba. Ce n'est que l'année suivante que les États-Unis, jusque-là neutres, exproprient leurs entreprises sur le cubain et refusent d'acheter le sucre cubain. Le 16 février 1962, les États-Unis mettent en place un embargo économique, commercial et financier à l'égard de Cuba. Toujours en place jusqu'à nos jours malgré récemment des négociations entre l'État cubain et l'oncle Sam dans le but de lever l'embargo. Toutefois, cet embargo n'a pas lieu sur les denrées agroalimentaires et le matériel de télécommunication du fait de la proximité économique et idéologique, malgré l'anticommunisme cubain, entre l'URSS et Cuba. Les relations entre les États-Unis se retrouvent parfois source de conflits, comme lors de la crise des missiles de Cuba, où la CIA avait découvert la présence de missiles nucléaires soviétiques qui avaient transité par Cuba à proximité des États-Unis, qui avaient engagé un bras de fer politique entre l'URSS et les États-Unis, qui a failli mener une guerre nucléaire. Cet embargo entre les deux pays alterne période de froid complet et période de tentative de radoucissement. Raúl Castro a ainsi marqué les esprits en organisant récemment avec Barack Obama des négociations dans le but de lever l'embargo. Ceci serait une aubaine pour les États-Unis, qui en ouvrant leur marché, surtout électronique à Cuba, y gagneraient ainsi 11 millions d'acheteurs potentiels. Cela serait donc un agrandissement du marché par une croissance de la demande. Aussi, les entreprises américaines pourraient implanter leurs usines à Cuba, dans le cadre d'une délocalisation dans un pays bien plus proche que celui de la Chine. Cuba y serait gagnant, car ce serait une augmentation du PIB grâce à cette délocalisation, mais aussi la possibilité pour eux de vendre leur sucre aux États-Unis. La relation Cuba-États-Unis pourrait donc énormément évoluer sous Raúl Castro, ce qui différerait grandement avec Fidel Castro, avec encore une fois une libéralisation du régime de Fidel Castro, due à la mondialisation et l'ouverture sur le monde, dont Cuba va devoir faire face pour s'assurer une relance de l'économie. Sous Fidel Castro, Cuba était aussi soutenu par l'URSS, puisque ces derniers leur accordaient une aide financière de 4 à 6 milliards de dollars jusqu'à la chute du bloc, qui aura un très grand impact économique sur Cuba. Bien sûr, ces aides étaient versées en échange de l'alignement de Cuba sur la politique de l'URSS. En effet, Cuba devait envoyer des forces armées dans certains pays du tiers-monde, essentiellement en Afrique et en Amérique latine, dans le but de soutenir les régimes communistes ou de déstabiliser les régimes opposés. Mais Cuba enverra aussi dans sa propre logique tiers-mondiste des soldats en Angola, sans pour autant suivre les directives de l'URSS. Cuba aura donc été un pays très impliqué militairement parlant dans le reste des pays du tiers-monde, sous Fidel Castro. Aujourd'hui, sous Raúl Castro et depuis la chute du bloc soviétique, Cuba intervient beaucoup moins dans les pays du tiers-monde, mais entretient avec le Venezuela des relations de plus en plus chaleureuses,
du fait de leurs échanges économiques essentiellement basés sur l'échange du pétrole du Venezuela contre les médecins cubains. En résumé, sous Raúl Castro, le pays n'est plus influencé par l'URSS, ce qui réduit les interventions militaires de Cuba dans d'autres pays, tandis que le pays s'ouvre beaucoup plus économiquement à d'autres pays, dans le cadre d'une mondialisation quasi inévitable aujourd'hui. Fidel Castro, en arrivant au pouvoir, met un point d'honneur sur la santé, ce qui réduit la mortalité infantile de façon impressionnante. En effet, en 1962, la mortalité infantile est de 44 enfants sur 1000, contre 9,2 enfants en 1982, soit une division du chiffre de 1962 par 4. Cela peut s'expliquer par l'évolution positive de Cuba dans le domaine de la santé de pointe, qui est aujourd'hui l'une des plus grandes fiertés de Cuba, en étant le premier pays du tiers-monde dans le domaine de la santé. L'OMS qualifie d'ailleurs le système de santé cubain de modèle pour les autres pays. Cuba est en effet un pays très impliqué dans l'innovation de la santé, et forme plus de 20 000 médecins par an. Malheureusement, Cuba subit depuis plusieurs années un délabrement des hôpitaux de plus en plus important, qui a réellement commencé durant la période spéciale, c'est-à-dire pendant la chute du bloc soviétique, qui a fortement affecté le pays économiquement, et donc le domaine des hôpitaux. Aujourd'hui, Raúl Castro suit cette marche de la médecine innovante, tout en faisant fonctionner un système de solidarité médicale internationale, comme en 2014, où la Biopharm, entreprise de production chimique et biopharmaceutique cubaine, a lancé une campagne de vaccination contre le paludisme en Afrique de l'Ouest, dans pas moins de 15 pays, ou encore dans la continuité de l'opération Miracle, qui a permis à plus de 3,5 millions de personnes à retrouver la vie en Amérique latine grâce à Cuba. Raúl Castro marche donc dans les pas de son frère, en gardant la même importance de la santé dans le régime cubain, tout en restant dans l'innovation et allant même jusqu'à étendre ses progrès médicaux dans le monde entier. Aujourd'hui, Raúl Castro succède à Fidel Castro dans une certaine continuité de la politique de son frère, avec toutefois quelques divergences. Économiquement, c'est là où ces différences se voient le plus, puisqu'il libéralise la politique agricole cubaine et ouvre Cuba sur le monde, notamment sur la fin de l'embargo, vieux de plus de 50 ans. Ainsi, l'économie diffère sur la politique internationale, mais change aussi au niveau national en adoptant des politiques mises en place par d'autres pays du tiers-monde. Socialement, il change peu de la politique de son frère, soit en ne changeant rien, ou en accentuant certaines politiques mises en œuvre par Fidel Castro, comme sur la santé et l'éducation, point sur lequel Fidel Castro s'est illustré de manière positive en se démarquant des autres pays du tiers-monde. Aujourd'hui voit le jour un nouveau Cuba qui devra concilier un demi-siècle de dictature et de nationalisation avec la mondialisation aujourd'hui presque incontournable dans les autres pays du tiers-monde. Raúl devra dans tous les cas changer le pays par des réformes, car comme a dit Jean-Fidel Castro, le modèle cubain ne marche même plus pour nous. Estoy tan enamorado de la negra Tomasa que cuando se va de casa, qué triste me pongo. Estoy tan enamorado de la negra Tomasa que cuando se va de casa, qué triste me pongo.